si je devais vous résumer la Formule 1, je dirais comme tout le monde que c'est simplement les 20 meilleurs pilotes du monde, les 10 meilleures écuries de la planète qui s'affrontent autour de différents circuits dans le monde pour 2 championnats, un constructeur et un pilote. Pour bien comprendre la Formule 1, il faut aussi bien comprendre son contexte, ses règles et surtout ses stratégies. Car oui, avant toute chose, la Formule 1 est un sport stratégique et on verra plus tard dans la vidéo que le plus important se passe des fois en dehors du cockpit du pilote. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter pour le référencement. La chaîne vient d'être lancée, la meilleure chose que tu peux faire pour m'aider, c'est de faire ces 3 choses-là. Pour commencer, il faut parler du contexte. La Formule 1, comme tous les autres sports, a besoin d'acteurs. Les acteurs qu'on peut retrouver en Formule 1 seront les pilotes, mais aussi les ingénieurs de course, les teams principales et aussi les équipes des stands. Pour commencer, je vais vous afficher la grille des pilotes qu'on aura en 2025. Les pilotes sont répartis par 2 dans 10 écuries. On y retrouvera les plus célèbres, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes. Aussi, on retrouvera les écuries qu'on appelle celles du midfield. On y trouvera Haas, Alpine, Williams, Aston Martin, Sauber et enfin Visa Cash-Up. Ces 10 écuries réunissent les 20 meilleurs pilotes au monde, réunis donc par doublés de pilotes qui ont chacun ce qu'on appelle un baquet. Le baquet en Formule 1, c'est pour ainsi dire le poste qu'on aura dans telle ou telle écurie. On retrouvera chez Red Bull Max Verstappen cette année aux côtés de Liam Lawson. Depuis le départ de Sergio Perez, il a été remplacé à la trêve estivale par le pilote néo-zélandais. Du côté de Ferrari, et c'est là que la plus grosse attente est cette saison, on a eu le transfert du siècle. Lewis Hamilton a rejoint la Scuderia Ferrari pour mon plus grand plaisir pour l'année 2025 et 2026 au-delà. Il sera associé aux côtés de Charles Leclerc et compensera le départ de Carlos Sainz. Du côté de Mercedes, on a gardé George Russell, qu'on associera aussi pour mon plus grand plaisir, Andrea Kimi Antonelli, jeune promu de la Formule 2, qui a eu de très bons résultats ces dernières années et qui est un peu le petit protégé de Toto Wolff. Du côté McLaren, écurie qui a gagné le titre constructeur de l'année 2024. Ça faisait depuis 20 ans que l'écurie attendait un titre et ils l'ont gagné l'année dernière avec une domination sur Red Bull. Quoi qu'on en dise, Red Bull a eu une pente descendante la saison dernière et McLaren a été l'écurie qui en a le mieux profité, même si au dernier Grand Prix, au dernier tour, c'était encore incertain parce que Ferrari a fait une excellente remontée et ça s'est joué au dernier tour. Donc du côté de l'écurie McLaren, on a gardé le même doublé de pilotes que l'année dernière, c'est-à-dire Lando Norris et Oscar Piastri. Alors on va parler d'Aston Martin. Alors Aston Martin, à chaque fois il nous habitue en début de saison à bien commencer et à finir l'année de manière catastrophique. Ça a été encore le cas cette année, on a un plutôt bon début de saison, rien de comparable au début de saison de 2023 où on retrouvait Fernando Alonso sur quasiment tous les premiers podiums de la saison. Mais en tout cas, Aston Martin a fait le choix de la continuité, ils ont gardé leurs 2 pilotes, Lance Stroll, on sait pas comment Lance Stroll a encore un baquet en 2025, mais peut-être dû au fait que son père est PDG d'Aston Martin, et Fernando Alonso, jeune rookie de 40 ans, jeune rookie qui en est à sa je ne sais combienième saison de Formule 1, on se demande si un jour il va arrêter, au final c'est jamais le cas. Ensuite vient, et là c'est le moment de sortir le drapeau français, l'écurie Alpine. Alors Alpine, ça a été aussi un feuilleton cette saison, mais alors Alpine, le divertissement. Alpine avait fait le choix de réunir Pierre Gasly et Esteban Ocon, donc 2 pilotes français dans une écurie française. Alors sur le papier, c'est génial, c'est le moment d'être chauvin, on a une équipe française qui prend 2 pilotes français. Et bah, spoiler alert, ça s'est mal passé. Alors faut savoir que Pierre Gasly et Esteban Ocon ne peuvent pas se voir. Les 2 ne se supportent plus. Alors ils étaient très amis avant, mais ça je reviendrai dedans sur une vidéo consacrée au cas Alpine, parce que ce sera vraiment croustillant à revenir, mais les 2 ne peuvent pas se voir. Et pourtant on a quand même dit, bah vous allez être copilote, enfin coéquipier dans la même écurie. Sachant que en Formule 1, le premier rival que vous avez, c'est votre coéquipier. Et alors on a eu des crashs, des accidents, des dramas, tout, jusqu'à cette année. Bruno Famin à l'époque, directeur d'équipe, a décidé de se séparer tout simplement d'Esteban Ocon. Alors aussi c'est dû au retour de Flavio Briatore. Si vous savez pas qui est Flavio Briatore, je vous laisse vous renseigner, mais c'est une des figures de la Formule 1, aussi très controversée, mais c'est une des figures de la Formule 1, et je vous invite à voir la saison 7 de Drive to Survive qui est sortie récemment, où ils abordent le cas du retour de Flavio Briatore et l'impact qu'il a eu sur Alpine. Donc Alpine a décidé d'aligner Pierre Gasly et Jack Doohan. Alors Jack Doohan, tout le monde se pose la question s'il va terminer la saison. Pourquoi? Parce que il y a un pilote de réserve, parce que chaque écurie a un pilote de réserve, et le pilote de réserve de chez Alpine, c'est Franco Colapinto. Aujourd'hui, c'est un des derniers pilotes sud-américains engagés en Formule 1, avec Bortoleto, mais je vais revenir dessus plus tard. Et en Formule 1, il y a beaucoup cette question de sponsors. Et en Formule 1, les sponsors, c'est ceux qui rapportent beaucoup d'argent aux écuries pour faire le développement des voitures. Et aussi beaucoup d'argent, tout simplement.
Et aujourd'hui, Flavio Briatore ne ment pas. Il veut faire monter Franco Colapinto dans le deuxième bac alpine pour tout simplement l'argent qu'il va leur rapporter. Donc on ne sait pas si Jack Doohan terminera la saison, mais en tout cas, on va commencer avec Jack Doohan et Pierre Gasly. Ensuite, on a l'écurie Haas, l'écurie américaine. Alors Haas ont fait totalement un renouveau au niveau de leurs pilotes, au niveau de leur staff. C'est-à-dire que dans la saison 2024, il y a un nouveau directeur qui est arrivé et il a remis l'écurie Haas sur pied. C'est-à-dire que l'écurie Haas avait une saison 2023 catastrophique et on a une saison 2024 qui est pas parfaite, mais qui est très bonne. Ils ont terminé 7ème, ils étaient 6ème pendant un bout de temps jusqu'à ce qu'Alpine fasse un retour exceptionnel en fin de saison. Donc Haas mérite cette 7ème place, ils méritaient même la 6ème place. Et ils ont choisi de renouveler au niveau de leurs pilotes. Fini Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, place à Esteban Ocon et Oliver Biermann. Alors Oliver Biermann, pilote de Formule 2 la saison dernière, promu en Formule 1, et Esteban Ocon, pilote expérimenté, pour accompagner le jeune rookie pour accompagner le jeune rookie dans la nouvelle saison de Formule 1. Ensuite, on a l'écurie Racing Bulls. Alors le nom est très long. Le nom c'est Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, c'est infâme. Donc tout le monde les appelle les Racing Bulls ou Visa Cash App. Ça dépend, c'est voilà. Visa Cash App, donc c'est la petite sœur de l'écurie mère Red Bull. C'est-à-dire que, on va dire que si y a une voiture Red Bull qui arrive derrière, ça va vite siffler dans le casque du pilote Visa Cash App en disant « Coco, écarte-toi, laisse-le passer ». Ça a fait drama, c'est pour ça que je vous expliquerai au niveau du règlement, mais il y a eu des changements dans le règlement pour cette année 2025. Et ça fait encore débat aujourd'hui, le fait que Red Bull puisse avoir une écurie petite sœur comme ça. Sachant que, par exemple, Ferrari motorise Haas, mais il n'y a jamais eu de drama entre Ferrari et Haas. Mercedes motorise Williams, et pourtant il n'y a jamais eu de problème entre Williams et Mercedes. Par contre, il y a eu beaucoup de problèmes entre Racing Bulls et Red Bull, parce que Red Bull cette saison avait demandé à Racing Bulls parfois de les avantager dans la course au championnat. Et ça passe moyen. Donc, et là, c'est le moment aussi de sortir le drapeau français. Chez Racing Bulls, avec le départ de Liam Lawson chez Red Bull, il y avait un baquet à pourvoir. Et Red Bull a fait le choix de faire monter Isack Hadjar. Isack Hadjar, deuxième du championnat de Formule 2, presque à le gagner, mais ça s'est battu avec Bortoleto. Donc Isack Hadjar remplace Liam Lawson et est associé à Yuki Tsunoda pour cette saison 2025. La voiture est très belle, les performances, on attend de voir. Rendez-vous ce soir à 2h15 pour le premier essai libre de la saison. Le week-end commence ce soir, les amis. Attention. Ensuite, on a l'écurie Williams. Alors Williams, c'est une écurie qui est très célèbre. Elle a vu passer des noms exceptionnels au fur et à mesure. Alors l'écurie Williams, c'est une écurie légendaire. Elle a vu passer des noms tels qu'Ayrton Senna. Elle a vu passer des noms tels qu'Ayrton Senna. Et pourtant, aujourd'hui, Williams végète en bas du classement, à la 9ème place. Williams, aujourd'hui, c'est un renouveau. C'est-à-dire que James Wolfe est arrivé, donc le nouveau directeur principal, et il a remis cette écurie sur pied. Un nouveau sponsor de nom, plein de nouveaux sponsors sur la voiture. Et aujourd'hui, Williams s'est permis de s'attirer les services de Carlos Sainz. Carlos Sainz qui, la saison dernière, gagnait des grands prix, était en course pour le championnat avec Ferrari. Donc on recrute un pilote qui n'est clairement pas indésirable, qui était désiré chez Mercedes, qui était désiré chez Audi, mais on va revenir sur le projet Audi pour l'équipe suivante. Mais on s'attire Carlos Sainz. Donc Carlos Sainz remplace Franco Colapinto et est associé à Alexander Albon qui ne bouge pas de poste. Et l'écurie Williams, cette année, aux essais hivernaux, elle a un peu impressionné. Dans le sens où personne ne s'attendait que Williams performe autant. Donc ça va être une écurie à suivre aussi pour le combat dans le midfield. Et enfin, on termine par une écurie... à la fois, il n'y a pas grand-chose à dire, à la fois, il y a énormément de choses à dire. On va parler de Sauber, dont je ne dirai pas le nom entier parce que c'est des sponsors qui sont plus que discutables. Mais bon, l'argent en Formule 1 permet à des entreprises qui ne devraient jamais être là d'y être. Sauber, cette année, ils sont en transition. Pourquoi ? Parce qu'en 2026, il y a un nouveau règlement qui va arriver, une nouvelle réglementation. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout le changement qu'on va avoir et c'est énorme. Et du coup, en 2026, on aura l'arrivée d'Audi en Formule 1.
Audi avec son propre moteur, avec sa propre livrée, qui prendra la place de Sauber. Donc Sauber cette année a une phase de transition et a fait le choix de se dire on va engager les pilotes et directement se mettre sur le développement de la voiture pour 2026. Parce que depuis le 1er janvier 2025, les écuries ont le droit de travailler sur les voitures de 2026. Cette année, Sauber a choisi pour cette année, les 2 pilotes Sauber seront les 2 pilotes Audi. On y retrouvera Nico Hülkenberg, ancien de la Formule 1, il est là depuis longtemps et ça permet d'apporter son expérience à une écurie qui va arriver en Formule 1. Et on a fait le choix de prendre Gabriel Bortoleto. Bortoleto, il est champion de Formule 2, il impressionne et le choix d'avoir pris Bortoleto pour une écurie qui vise à arriver et gagner tout de suite. Audi est habitué à gagner en sport automobile, que ce soit en rallye, que ce soit Audi est habitué à gagner. Et Audi a fait le choix de miser sur de la jeunesse pour directement arriver et concurrencer les 4 principales équipes. Voilà, le contexte est donné. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Formule 1 ? Comment se passe un Grand Prix ? Comment se passe un week-end ? Comment se passe un... C'est ça les questions qu'on se pose. Alors, un week-end est composé en 3 jours. Bien souvent le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça peut arriver que ça se passe d'un jeudi, vendredi, samedi, mais c'est très rare. Bien souvent, et majoritairement parlant, on va avoir un week-end en vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi, on a les 2 premières séances d'essais libres. Les essais libres, c'est un peu pour jauger le circuit, pour que les pilotes se remettent dedans, et aussi commencer à configurer la voiture pour le week-end. Chaque week-end, chaque circuit est différent. Chaque circuit est unique, a sa propre dégradation des pneus, a sa propre aérodynamisme, à son propre aérodynamisme. Et ça, les écuries ont le vendredi matin et après-midi, et le samedi matin pour faire les réglages de la voiture. Donc c'est décomposé en 3 essais libres. L'essai libre 1 le vendredi matin, l'essai libre 2 le vendredi après-midi et l'essai libre 3 le samedi matin. Une fois ces essais libres terminés, on passe aux qualifications. Alors les qualifications, elles aussi se divisent en 3 parties. La Q1, la Q2 et la Q3. En Q1, les 15 pilotes les plus rapides passent à la manche 2, donc à la Q2. Les 5 derniers pilotes sont éliminés. En Q2, les 10 premiers pilotes passent à la Q3. Et donc on a de nouveau 5 pilotes éliminés. Et la Q3 détermine l'ordre de la grille. Le premier partira premier, le deuxième partira deuxième, etc. Et par exemple, pour un pilote qui a terminé en Q2 13e, donc qui est éliminé, il partira 13e sur la grille. Ça permet de déterminer l'ordre de départ. Et suite à ces qualifications, nous avons le race day, le dimanche, jour de Grand Prix. Un Grand Prix se déroule ainsi. On a un tour de formation, c'est un tour de reconnaissance de la piste. Ça permet aux pilotes de se mettre en grille, de commencer à chauffer un peu les pneus, à se préparer à prendre le départ. Et on a un départ arrêté, les 20 pilotes sur la grille, l'un derrière l'autre. Alors, en quinconce, l'un derrière l'autre. Et on a les feux qui s'allument, et quand ils s'éteignent, c'est parti. Départ de course, on a les dépassements, sachant qu'un Grand Prix a un certain nombre de tours. Par exemple, on peut avoir 58 tours, on peut avoir à Monaco 78 tours. Le premier pilote qui franchira la ligne aura gagné. C'est aussi simple que ça. Faut terminer le premier, aller le plus vite et terminer le premier. Ça, c'était pour le déroulé d'un week-end. Maintenant, on a aussi quelque chose de très important en Formule 1. On a les drapeaux et les pénalités. En Formule 1, c'est un sport qui est assez dangereux et qui est souvent sujet à des crashs. Les crashs, aujourd'hui, occasionnent souvent une virtual safety car ou une safety car. La safety car, c'est une voiture qui va rentrer en piste en cas d'accident dangereux ou de situation dangereuse pour un pilote. C'est-à-dire une voiture qui est arrêtée à un certain endroit de la piste qui est sur la trajectoire, ou alors un pilote qui est en dehors du circuit, mais qui est dans une situation dangereuse en cas d'autre accident, ou en cas de débris sur la piste. La safety car va rentrer et va faire le tour de la piste avec les voitures l'une derrière l'autre qui la suivent. Ça, c'est quelque chose d'assez standard. La safety car repart et le leader de course redonne le départ. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit de relancer la course à tel endroit. Des fois, il y en a qui relancent la course un peu plus tôt que prévu pour piéger les autres. Il y en a qui relancent très tard et il y en a qui relancent directement après le départ de la safety car. On a aussi la virtual safety car. Et là, les pilotes doivent réduire d'un certain pourcentage leur vitesse sans dépasser, mais il n'y a pas de voiture de sécurité en piste. C'est-à-dire qu'une fois que la virtual safety car est levée, les pilotes reprennent la course. Comme ça. Comme si rien ne s'était passé. Ça permet de ne pas avoir des safety cars qui rentrent en piste et de ne pas avoir un gros mouvement de pilote au même moment et de risquer d'avoir un crash supplémentaire. Parce que oui, le départ et les relances de safety car sont sujettes au crash. Les pneus sont des fois froids.
des fois trop chaud, on a des blocages de roues, et ça amène à des crashs. Donc c'est des situations plus dangereuses. Aussi, on a les drapeaux. On a le drapeau jaune qui interdit aux pilotes de dépasser en signalant qu'il y a un danger proche. On a le double drapeau jaune. Et on a le drapeau rouge. Un drapeau rouge suspend la séance. Tous les pilotes doivent passer par la voie des stands, s'arrêter, et le départ sera relancé soit sous safety car, soit en départ arrêté. Mais le drapeau rouge suspend la séance. Généralement, c'est quand un pilote est arrêté sur la grille et que c'est beaucoup trop dangereux de faire sortir la safety car. On a aussi le drapeau à damier qui s'abaisse sur le pilote qui termine en premier. C'est le drapeau de fin de course qui signale la fin de course. Généralement, on aime bien être le premier à le voir, ce drapeau-là. Et ensuite, on a un drapeau qu'on a rarement vu en Formule 1, mais qu'on a vu la saison dernière. On a le drapeau noir. C'est une disqualification. Voilà, simple, pur, net. Le pilote voit le drapeau noir, il rentre au stand et c'est fini. Fin de Grand Prix. Aussi, on a les pénalités. Alors ça, la saison dernière, le drama. Les pénalités en Formule 1. Aujourd'hui, on ne peut pas doubler un pilote en dehors de la piste. Si on double un pilote en dehors de la piste, on doit lui rendre la position. Si on ne le fait pas, 5 secondes de pénalité. Soit observé au stand. Donc en cas d'arrêt au stand, le pilote doit s'arrêter 5 secondes et personne ne doit toucher la voiture. Pendant 5 secondes, c'est très long. On a aussi 10 secondes de pénalité qui peuvent être données en cas de collision. Si un pilote est désigné responsable d'une collision, il prendra 10 secondes de pénalité. On a 5 secondes pour un faux départ. Et on peut aller jusqu'à des drive-through. Donc on traverse la pit lane sans s'arrêter, on perd une vingtaine de secondes, on ressort dernier et c'est atroce. Et on a aussi la pire des pénalités, le stop and go. Donc en fait on doit s'arrêter au stand pendant 10 secondes sans que personne ne touche la voiture et on n'a pas le droit de toucher la voiture du tout. C'est-à-dire que le pilote va venir, s'arrêter 10 secondes et repartir. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de perdre 20 secondes sur un drive-through, il va en perdre 30, 40. C'est énorme. C'est la pire pénalité. Et Lando Norris en a eu un la saison dernière, si je me trompe pas, au Qatar. Ça ruine la course d'un pilote. Et aussi, malheureusement, on a eu cette année des gros dramas sur le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui avait décidé que les pilotes ne devaient plus être vulgaires. Alors, sachant que c'est énormément d'adrénaline, les voitures vont à 350 km/h sur certains grands prix, et on leur demande d'être très lucides sur ce qu'ils peuvent dire à la radio. On a dit aux pilotes, par exemple à Max Verstappen, ça a été un gros drama parce qu'il y avait le fameux F-word où les pilotes ne devaient pas dire un certain mot sous prétexte d'être amendable. Aujourd'hui, il y a un texte qui est rentré dans les règles de la Formule 1 qui stipule qu'un pilote au-delà de 3 récidives, perdrait des points. Donc le sportif peut être impacté. Et ça fait beaucoup débat aussi aujourd'hui. Maintenant que vous savez tout sur le règlement, point important dans le règlement, les pilotes doivent obligatoirement changer de train de pneus. Alors, les pneus en Formule 1. En Formule 1, on a 3 types de gomme. On a la gomme tendre, rouge, qui est la gomme tendre a la plus grande adhérence. Elle va très vite, mais elle se dégrade extrêmement vite. On va vite taper dans les pneus. On a la gomme médium, la jaune, qui elle est, on va dire, à mi-chemin entre le pneu dur et le pneu tendre. Elle n'a pas une très bonne adhérence, mais elle n'en a pas une très mauvaise. Elle a une très bonne dégradation et à la fois elle en a une très mauvaise. Et elle va moyennement vite. Et on a aussi le train de pneus dur, le train de pneus blanc, qui lui a une très mauvaise adhérence, est très dur à chauffer, mais par contre a une très très bonne dégradation. On va pouvoir le tenir très longtemps. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de courses la saison dernière qui se sont passées en médium, départ en pneu médium, et après en pneu hard. Parce que les pilotes sont obligés de changer de train de pneu pendant la course. Ils sont obligés de changer au moins une fois de train de pneu. C'est-à-dire on ne peut pas faire totalement une course sans s'arrêter. On ne peut pas faire une course sans s'arrêtant et en étant parti en médium et en remettant des pneus médium. On est obligé de passer sur un autre train de pneus. Donc par exemple médium hard, soft médium, médium soft, voilà. Petite spécification pour cette saison, le Grand Prix de Monaco. Monaco, c'est un Grand Prix où c'est impossible de dépasser. C'est très rare en tout cas. Il y a 2 endroits sur la piste où on peut dépasser. Et ça occasionne un Grand Prix qui est divertissant jusqu'aux qualifications, mais le Grand Prix, à moins d'un crash et d'un drapeau rouge comme on a eu la saison dernière, il se passe pas grand chose. Par exemple, la saison dernière, on a eu un drapeau rouge au premier tour,
Donc les pilotes, pendant un drapeau rouge, les pilotes peuvent changer de train de pneus. Donc les pilotes à Monaco ont tous mis un train de pneus dur et ont tous fait la course de A à Z sans s'arrêter en étant à 60% de leur vitesse. C'était, autant vous dire, une torture à regarder. Et depuis cette année, à Monaco, les pilotes sont obligés de faire 2 arrêts, sont obligés de changer 2 fois de pneus. C'est le seul circuit où on sera obligé de le faire, mais les pilotes sont obligés de changer 2 fois de pneus. Aussi en Formule 1, il y a une règle qui s'appelle le parc fermé. Les écuries ont jusqu'à la dernière séance d'essai libre pour modifier les pièces sur la voiture. Une fois la voiture sous régime de parc fermé, on ne peut plus modifier une pièce à part l'aileron avant en cas de dommage, mais on ne peut plus modifier certaines pièces. Par exemple, on ne peut plus modifier le bloc moteur, on ne peut plus modifier la boîte de vitesse, on ne peut plus modifier le système d'énergie, donc le RS. Donc, sous régime de parc fermé, s'il y a modification, c'est-à-dire d'un bloc moteur, ça entraînera des places de pénalité sur la grille. Par exemple, pour un changement de moteur, vous allez prendre 10 places de pénalité. Donc si vous partiez premier, vous partirez 10e. Si vous partiez 10e, vous partirez dernier. Si vous partiez 7e, vous partez 17e. C'est très dur, mais à la fois aussi, si on part avec un bloc moteur neuf, on a forcément un avantage sur les autres pilotes. Parce que oui, le développement de la voiture, et on y reviendra après, c'est une des phases les plus importantes de la Formule 1. Maintenant qu'on a fermé la parenthèse sur les règlements et sur les drapeaux, place au développement des voitures et à la stratégie. Alors, on rentre dans la partie la plus technique, mais une des parties les plus importantes sur la Formule 1. En Formule 1, on a ce qu'on appelle la recherche et développement sur la voiture. Au début de la saison, les écuries présentent une livrée. Une livrée, c'est la voiture, avec les différents motifs, les différents sponsors et les couleurs de l'écurie. Cette voiture, cette monoplace, a des caractéristiques aérodynamiques, aussi des caractéristiques au niveau du moteur. C'est-à-dire que les moteurs sont... la F1 est un sport où concernant la partie développement, il faut savoir une des choses les plus fondamentales sur la Formule 1. Les voitures ne sont pas égales. La Red Bull n'est pas la même que la Ferrari. La Ferrari n'est pas la même que la Mercedes, etc. Chaque développement est unique. Alors, certes, on retrouve des fois des développements similaires et les écuries procèdent au cours de la saison à des améliorations. Les améliorations, ça peut être par exemple au niveau de l'aileron avant, au niveau de ce qu'on appelle le fond plat, situé en dessous de la voiture, au niveau de l'aileron arrière, ou au niveau des pontons, ou au niveau de l'aérodynamisme. Le but, évidemment, est d'être la voiture la plus performante et la plus rapide. À ne pas confondre performance et rapidité. La voiture la plus rapide peut ne pas être performante. Si la voiture est très rapide mais qu'elle dégrade excessivement vite ses pneus, ça va être très compliqué d'aller gagner le Grand Prix. Parce que ça veut dire qu'on doit changer de pneus là où les autres restent en piste. Alors oui, on les rattrapera, mais ça garantit pas une victoire à chaque fois. Et allier performance et vitesse en Formule 1, c'est généralement synonyme de victoire. Les écuries, donc généralement, ramènent ce qu'on appelle des packs d'amélioration. On en a généralement un aux alentours du circuit du Grand Prix de Miami. Et au fur et à mesure de la saison, on a différentes améliorations apportées à la voiture. Aussi, beaucoup de changements au niveau des fois de l'aileron, de la découpe de l'aileron, de la hauteur de l'aileron pour faciliter l'aérodynamisme sur certains circuits. Rajouter de l'appui sur le train avant ou le train arrière de la voiture pour éviter qu'elle glisse, qu'on perde l'arrière et que du coup la voiture parte en tête à queue. Ce qu'on appelle un spin, et garder le maximum les roues, garder le maximum de prise au sol. Le but, c'est que la voiture elle soit clouée au sol, qu'elle ne bouge pas, que quand elle prend un virage, l'arrière ne soulève pas ou qu'on perde l'avant. Il faut que la voiture soit clouée au sol. Et ça, c'est les points importants de développement. Aussi, en Formule 1, point que j'ai oublié de préciser plus tôt dans la vidéo, en Formule 1, on a ce qu'on appelle le DRS. Le DRS rentre dans sa dernière année d'utilisation puisqu'il sera totalement remodelé en 2026. J'aborderai le cas dans ma vidéo sur la réglementation de 2026. Le DRS, c'est un système où quand une voiture roule en Formule 1, elle a une prise au vent. L'air qu'elle va générer derrière elle est ce qu'on appelle du dirty air, de l'air sale. Ça va être de l'air très chaud, très perturbé, et qui va perturber l'aérodynamisme de la voiture qui est collée derrière.
la dégradation des pneus va être immense, la voiture va avoir du sous-virage, va avoir une mauvaise aérodynamique. Et ça, en Formule 1, on a trouvé le système de DRS, Drag Reduction System. C'est le système de réduction de la traînée. En gros, l'aileron arrière va s'ouvrir et va donner un boost de vitesse au niveau aérodynamique à la voiture de derrière. Il faut être à moins d'une seconde du pilote de devant pour pouvoir l'activer, et ça va vous permettre de totalement fondre sur le pilote de devant et faciliter le dépassement. C'est un outil qui facilite le dépassement des pilotes sur des lignes droites. Alors il n'est pas activable partout sur le circuit, il y a certaines zones de DRS avec des zones d'activation et des zones de détection. C'est-à-dire que si le pilote est à moins d'une seconde, à plus d'une seconde à la zone de détection, et que dans la zone de DRS il est à moins d'une seconde, il ne pourra quand même pas activer son DRS. Il doit être à moins d'une seconde à la zone de détection. C'est très important. Et ça aussi, ça fait partie du développement de la voiture. On cherche à avoir le meilleur DRS. Red Bull a performé pendant 3 ans grâce à ce qu'on appelle un triple DRS. Ça augmentait l'effet du DRS et tout simplement la voiture en ligne droite était imprenable. Maintenant qu'on a parlé du développement, place aussi au point fondamental et plus important, la stratégie. En Formule 1, c'est pas simplement les pilotes qui tournent qui vont le plus vite qui gagnent. Il y a tout l'aspect stratégique. Par exemple, en Formule 1, on peut choisir pour faciliter un dépassement de tenter ce qu'on appelle un undercut. L'undercut, c'est s'arrêter un tour avant le pilote devant nous, c'est-à-dire on part du principe qu'on est sur le même train de pneus. Je suis en médium et le pilote devant est en médium. Je vais m'arrêter un tour avant lui pour que quand lui va s'arrêter, je lui passe devant. Alors, on perd en jus des pneus, mais on gagne une position. On peut tenter aussi ce qu'on appelle l'overcut. On peut s'arrêter un tour après le pilote qui s'est arrêté derrière nous. Donc, c'est-à-dire que si jamais je tente pas d'undercut, que je m'arrête, on doit s'arrêter par exemple au tour 25. Je m'arrête, le pilote devant moi peut choisir de ne pas s'arrêter et de s'arrêter au tour d'après. Ce qui fait que quand il va ressortir des stands, il sera toujours devant moi. C'est une manière de se protéger. Aussi, on a la stratégie sur quel choix de pneus, au niveau de la dégradation. Aussi, on peut voir un pilote qui va choisir de ne pas dépasser pour garder l'avantage du DRS sur le dernier tour, par exemple. On peut aussi voir, parce que il faut savoir qu'il y a un facteur qui peut tout changer en Formule 1 et ça risque d'être le cas sur le premier Grand Prix. C'est pour ça qu'il faut impérativement voir cette vidéo avant de regarder le premier Grand Prix. La pluie. En Formule 1, un Grand Prix n'est pas arrêté quand il pleut. Il y aura toujours le Grand Prix. À moins que la piste soit inondée et on se retrouve avec, comme Imola en 2023, à ce que le Grand Prix soit annulé. Mais généralement, quand il y a de la pluie, les pilotes roulent quand même. Alors, c'est impossible de rouler sous pluie avec les pneus slick. Donc les pneus medium, soft et hard. Par contre, on a 2 types de pneus pour la pluie. Les pneus intermédiaires, les pneus verts, et les pneus wet, les pneus bleus. Les pneus bleus, on va quasiment jamais les utiliser, sauf au Brésil la saison dernière, quand vraiment les voitures soulèvent trop d'eau et que c'est compliqué de rouler avec des intermédiaires, mais généralement on va rouler en intermédiaire. Et ben là, la stratégie, elle peut être hyper importante parce que un Grand Prix comme Silverstone, en Angleterre, où généralement il y a des averses de pluie, mais après il pleut plus et ça sèche très vite, et ben faut choisir d'être le premier à rentrer pour remettre des pneus slick. Et tout ça c'est stratégique. Et McLaren a perdu une course sur un choix stratégique. Silverstone a été gagné par Mercedes sur un choix stratégique. Mercedes a choisi de faire rentrer ses 2 pilotes en même temps dans la voie des stands, là où McLaren n'a fait qu'un pilote. Et ça, c'est un choix stratégique qui a permis à Mercedes de gagner la course. Donc la stratégie en Formule 1, c'est tout un art. Et c'est pour ça qu'on a des ingénieurs de course. Les ingénieurs de course, ils vont parler directement aux pilotes. Alors aussi, il y a plein de choix à faire sur les moteurs, mais tout ça, c'est du domaine technique. Où au final, en regardant simplement la Formule 1, on n'y a pas forcément accès. Ou c'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Mais il y a tout cet aspect technique et stratégique en Formule 1 qui n'est pas négligé. Et en regardant la première course de la saison, vous comprendrez vite ce que je voulais parler en termes d'undercut, d'overcut ou de choix stratégiques. Avant de terminer cette vidéo, je voulais parler aussi des enjeux de la saison 2025. 2025 s'annonce la saison la plus serrée de l'histoire de la Formule 1. Pourquoi ? En Formule 1, on a souvent eu des changements de réglementation.
Donc les voitures changent du tout au tout. On a eu en 2010 l'arrivée de l'ère hybride. Mercedes a dominé. Des victoires de championnat du monde constructeur, des victoires de championnat du monde pilote avec Lewis Hamilton et ses fameux 7 titres, même s'il en a gagné un chez McLaren et tout le reste c'était chez Mercedes, mais il a gagné énormément de titres. Mercedes roulait sur tout le monde. Et en 2022, on a eu la nouvelle réglementation et depuis c'est Red Bull qui domine. Et on s'attendait pas à avoir une réglementation nouvelle aussitôt, mais la prochaine arrive en 2026. On va avoir un changement total des voitures, et ça fait que les écuries en termes de développement sur la réglementation actuelle arrivent à un plafond de verre. Elles ne vont pas aller surdévelopper une voiture pour qu'elle ne soit pas utilisable la saison d'après. Donc, Red Bull qui était tout en haut s'est fait rattraper par McLaren, Red Bull et Ferrari, même si McLaren est légèrement devant maintenant. Et les écuries du midfield, qui avaient des écarts énormes, se sont rapprochés aussi. Alors je vous dis pas qu'il va y avoir une bagarre entre Mercedes et Williams, ça non. Mais entre Aston Martin, Haas, Alpine, Williams, Sauber et Visa Cash-Up, ça va se battre tous les grands prix pour entrer dans les points. Par contre, les 4 premières écuries, McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes, ça se tient en plus ou moins 2 dixièmes, donc 0,2 secondes. C'est un écart minime. C'est un des plus petits écarts qu'on aura entre les 4 écuries. C'est-à-dire que les 8 pilotes vont littéralement se mettre sur la tronche pendant 24 courses sans qu'on puisse savoir à l'avance qui va la gagner. Ça annonce un championnat où, à mon avis, en faisant un petit prono, arrivé à la dernière course de la saison, je pense qu'on a 3 pilotes qui se battent pour le titre. C'est sûr, c'est sûr. On aura sûrement 3 pilotes qui se battent pour le titre. Lesquels, ça, je sais pas, mais on aura sûrement 3 pilotes qui se battent pour le titre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur qu'est-ce qu'est la Formule 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Twitch, je vais live régulièrement, on va lancer bientôt la carrière sur F1 Manager. Ça va être l'occasion aussi de vous expliquer plus en détail avec des exemples sur qu'est-ce qu'est le développement d'une voiture, comment se passe un Grand Prix et tout l'aspect technique qu'il y a autour de la Formule 1, tout l'aspect règlement aussi et tout l'aspect financier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter la vidéo si t'as des questions, j'y répondrai avec plaisir dans l'espace commentaire. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitch et Twitter, ça peut t'aider pour suivre les sorties des vidéos, les annonces des lives, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon Grand Prix. Ciao, bye bye.